Bonsoir et bienvenue à cette session de Brandpill University. Un petit rappel, on se rencontre chaque jeudi à 7h30 pour parler entrepreneuriat, business et développement personnel, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur, je le dis, d'être en collaboration et en partenariat avec Dr. Preneur pour cette session, spécifiquement pour naturellement les finalistes du concours. Mais bien sûr, les membres du pro groupe de Brandpill, ils sont invités et je les salue, qui sont déjà dans le Zoom. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est justement 5 clés pour pitcher son projet en 5 minutes. Maintenant, je vais vous faire un peu un topo général de comment est-ce qu'on pitch un business avec des petits ajouts sur comment les adapter à un projet. C'est deux choses différentes, c'est deux techniques et méthodes différentes. Mais aussi, j'ai ajouté beaucoup de détails par rapport aux 5 minutes parce que je sais que dans votre concours, on vous donne 5 minutes pour pitcher. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais faire ma présentation. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Raise your hand et puis je vous donne la parole ou bien poser des questions dans le chat ou bien écrivez vos questions pour la fin. En parlant d'écrire vos questions, l'une des questions que je retrouve souvent, c'est est-ce qu'on peut partager les slides avec nous, s'il vous plaît? La réponse est non. Donc, vraiment, prenez des notes si vous avez un petit calepin. Et puis, bon, bien sûr, de nos jours, je sais que vous allez faire des screenshots. Donc, faites des screenshots des informations dont vous aurez besoin pour que vous puissiez réviser. Je sais que vous avez au moins une semaine pour préparer votre pitch deck. Donc, sur ce, on va commencer. Je vous parle un peu de Brandpill. Brandpill, c'est une agence de marketing qui est spécialisée dans la création et la gestion de marques. Une marque, c'est Apple, une marque, c'est HP, une marque, c'est Braille. Donc, qu'est-ce qui nous rend unique un peu? C'est cette capacité que nous avons justement d'utiliser la stratégie comme guide. C'est la stratégie qui guide tout ce que nous faisons quand on va créer un logo, quand on va créer un plan marketing. Tout ce qu'on va faire avant de voir l'aspect esthétique de la chose, il y a toujours cette stratégie qui est à la base de tout ce qu'on communique. Et c'est justement cette stratégie qui va vous aider à justement apprendre à comment présenter votre pitch deck pour avoir des résultats efficaces et concrets du genre, il n'y a pas vraiment de tâtonnement et ce n'est pas vraiment une question de non, mais mon projet a cette particularité. Il faut vraiment respecter la stratégie qu'on utilise en temps normal pour convaincre quelqu'un et on va y arriver plus loin. Étant donné qu'on est légèrement en retard, ce que je veux dire quand même par rapport à Brandpill, c'est que nous ne faisons pas seulement de l'éducation entrepreneuriale, pas seulement des sessions, mais justement, nous créons des identités visuelles. Nous créons de la consultation stratégique, c'est-à-dire si vous avez un problème, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas comment diriger votre marketing, vous ne savez pas comment diriger l'aspect business model, l'aspect commercial de votre entreprise, vous pouvez nous solliciter. Nous faisons aussi la gestion des réseaux sociaux, surtout au niveau stratégique. Oui, on poste, oui, on crée des posts, mais la plus importante, c'est qu'on vous donne une stratégie de marketing digital que vous pouvez utiliser non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de votre site web. Et puis, nous faisons bien sûr du packaging et de l'étiquetage de produits. Donc, si vous avez des produits à mettre sur le marché, bien sûr, il y a aussi l'aspect stratégique. Le choix des couleurs est important, le choix de typographique, etc. Il y a d'abord la stratégie qui vient, ensuite l'exécution. Donc, naturellement, on est en partenariat avec Dr. Preneur depuis la première édition, dans la première édition aussi. Donc, ce renouvellement s'applique aussi à vous. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelqu'un, d'un conseil, d'un advisor, d'un service spécifiquement. Je suis disponible, contactez-moi directement. Je vais laisser mes informations de contact après la présentation et vous pouvez toujours me solliciter, sauf bien sûr au sujet de ce concours spécifique parce que je serai juge, je ne pourrai pas vous conseiller en dehors de cette présentation. N'essayez même pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à pitcher, right? Juste pour démystifier ce concept de, oh my God, pitcher,
nous pitchons chaque jour. OK? À chaque fois que vous devez convaincre votre maman de vous donner de l'argent, que vous devez convaincre un ami d'aller à un restaurant branché, etc., nous faisons un pitch. Un pitch, c'est toujours, on le fait pour avoir l'approbation de quelqu'un, pour recevoir du support, que ce soit du financement ou des ressources, parce que des fois, c'est pas l'argent qui nous aide vraiment à réaliser le projet, mais c'est les ressources, c'est les connexions. Donc, il ne faut pas vraiment se concentrer seulement sur l'argent, mais quand on est en train de pitcher, quand on est en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'approuver son projet, c'est vraiment vendre soi-même et son projet, mais aussi l'aspect qualitatif de la chose. Il faut pitcher pour convaincre, justement. J'ai assisté récemment à un pitch qui n'était pas un pitch. C'était une présentation. Ça a duré longtemps. Il y avait 37 slides. Il y a une grande différence entre pitcher et présenter. Donc, il faut apprendre pour justement pouvoir convaincre et non seulement présenter. Je pense qu'il faut être agile et flexible. Il faut être toujours prêt à pitcher. D'ailleurs, c'est l'un des concepts clés de l'entrepreneuriat. Il faut toujours avoir ton elevator pitch. Ton pitch quand tu es dans un ascenseur, tu rentres et puis il y a Bill Gates qui est là. Puis Bill Gates te dit, OK, so, qu'est-ce que tu fais? Il faut être déjà prêt à lui dire, tant. Donc, ton pitch est déjà prêt, tu es agile, tu es flexible, tu sais quelle information lui donner et quelle information ne pas nécessairement mettre en face dessus, etc. Il faut aussi être précis et concis, et pour cela, il faut de la préparation. Il faut justement passer par un processus d'apprentissage pour savoir c'est quoi les principes vraiment du pitch, quand est-ce qu'un pitch est bon, quand est-ce qu'un pitch ne l'est pas, etc. Donc, à la fin de cette session, vous allez comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un pitch. Alors, en général, de votre tour, vous allez comprendre l'anatomie d'un pitch. Vous allez connaître les 5 clés justement pour le succès d'un pitch. Et bien sûr, je vais vous aider à découvrir quelques astuces, quelques meilleures pratiques quand vous êtes en train de pitcher pour capter l'attention du public. Donc, on pitch pour quoi et on pitch pour qui? Ce qui nous amène à définir le pitch. Qu'est-ce qu'un pitch? Un pitch, c'est un discours court. C'est un discours court. Je mets l'emphase sur le mot court. C'est un discours court dans lequel on doit présenter une opportunité de manière convaincante. Présenter une opportunité de manière convaincante. L'objectif du pitch, c'est toujours de convaincre. Donc, quand tu essaies de convaincre, c'est un argumentaire que tu montres, il y a un ton à utiliser, il y a une façon de parler. Right? Mais l'aspect qui est important, c'est toujours une opportunité qu'on présente à la personne, à l'interlocuteur. Donc, ce n'est pas une occasion de se vendre soi-même. Ce n'est pas une occasion de vendre son projet soi-même. Ce n'est pas une occasion de valider vraiment ses capacités. Mais l'objectif numéro 1 du pitch, c'est de dire à la personne, voici l'opportunité que je vous présente. Voici ce qui est pour vous de toute cette histoire. Donc, il faut dire à la personne, c'est quoi le poids financier de l'idée, du projet? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, dans la vie de la personne qui écoute? Quand c'est un business, où est l'opportunité pour l'investisseur? Un investisseur en capital risque, c'est un venture capitalist, c'est quelqu'un qui te donne de l'argent pour que tu multiplies l'argent pour lui. Je ne te donne pas de l'argent pour tes boursiers, je ne te donne pas de l'argent parce que tu as fait une présentation, tu parles bien, tu as fait une super présentation, je te donne de l'argent parce que je veux que cet argent soit multiplié par 3, 4, 9, etc. Donc, l'objectif du pitch, c'est de démontrer cette opportunité. Voici l'opportunité que vous avez si vous misez sur moi. Comment et quand, ça doit être clair. Et si ce n'est pas clair dans le pitch, vous perdez des points. Et si c'est clair même si ce n'est pas clair, on va vous poser cette question. Comment et quand est-ce que je vais avoir mon retour d'investissement? Donc, si je te donne $1,000, quand est-ce que tu vas me remettre les $15,000?
Right? Ça doit être clair dans le pitch. La raison d'être du pitch. Où est l'opportunité pour le bailleur de fonds? Là, on parle dans le cadre d'un projet, par exemple, un projet social. Disons que it's not business, c'est pas un but lucratif, mais vous demandez quand même de l'argent à quelqu'un, un ONG, une fondation, etc. Où est l'opportunité pour ce bailleur de fonds? En quoi est-ce que votre projet s'aligne avec la mission de cette fondation, par exemple? Disons que c'est une fondation qui supporte les orphelins. Si votre projet n'est pas nécessairement en rapport avec des orphelins, où est l'opportunité pour cette fondation? Elle n'existe pas. Donc, c'est important de mettre l'emphase, savoir avec qui vous parlez, et quand vous savez avec qui vous parlez, vous pouvez agencer mieux. Mais c'est vraiment important d'asseoir l'opportunité pour la personne, que ce soit un but lucratif, que ce soit un but non lucratif. Pour la personne, l'investisseur en capital risque, I just need money. Je vous donne l'argent, vous multipliez. C'est ça son intérêt. Donc, il faut lui montrer, il faut lui convaincre que si vous me donnez 5 000 $, je vais pouvoir les transformer en 15 000. De la même chose pour le bailleur fonds, qui est, disons, dans le côté non-profit, à but non lucratif. Cette organisation a quand même une mission. Cette organisation a quand même des bénéficiaires. Donc, vous pouvez leur convaincre en leur disant que voici l'impact que je vais avoir sur vos bénéficiaires. Donc, c'est l'objectif. Le pitch, c'est ça. C'est présenter cette opportunité de manière convaincante. Maintenant, quand est-ce qu'on pitch vraiment? En dehors de concours, bien sûr. Quand est-ce qu'on pitch? Il est toujours préférable de pitcher quand le fruit est mûr. Un investisseur ne sera pas trop intéressé à entendre que on a un projet, on a un produit, on a un service extraordinaire qui sera très important vers les années 2030, etc. L'investisseur veut investir demain matin et avoir son retour hier, son retour d'investissement hier, donc le plus tôt que possible. Donc, le plus proche que vous êtes du lancement, d'avoir des profits, etc., le plus la personne va être intéressée. Donc, un fruit mûr vaut plus qu'une semence. Donc, c'est pour ça qu'avant de pitcher, l'investisseur doit voir qu'au moins vous avez eu un petit parcours, au moins vous avez fait un petit effort, au moins vous n'attendez pas qu'on vous donne 100% du capital pour commencer. Au moins vous avez mis quelque chose de côté, au moins vous avez demandé à quelqu'un d'autre, etc. Il y a quelque chose quand même que vous avez fait qui lui montre que, ok, je peux vous faire confiance qu'au moins vous êtes débrouillard, vous êtes proactif. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord développer son produit minimum, son MVP, Minimum Viable Product. Par exemple, disons que vous allez créer une voiture et au final, votre voiture va pouvoir voler, aller dans les airs, etc. Mais vous avez besoin justement de l'argent pour créer ce prototype. Mais au moins, vous avez commencé à mettre les roues de côté, vous avez au moins un volant. Donc, au moins, vous avez quelque chose qui a débuté. Et ça, au moins. Démontrez aussi que vous avez du momentum. Si votre projet a déjà débuté, si vous êtes un business vous avez déjà commencé à fonctionner, au moins montrez-lui que avant hier, j'avais 2 $, maintenant j'en ai 4. Avant hier, il y a une personne qui m'appelait par jour pour me demander les services, maintenant il y en a 5. C'est ça le momentum, c'est traction. C'est super important quand vous pitchez un business parce que c'est ce qui va convaincre l'investisseur qu'il y a quelque chose, que les gens veulent votre produit. Donc, montrez-leur que vous avez un momentum, vous avez commencé et il y a un effet domino. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le plus proche que vous êtes du lancement, le mieux. C'est le meilleur moment, c'est quand vous êtes prêt à lancer. Maintenant, les risques du pitch. J'en parle parce que beaucoup de gens pensent que quelqu'un va juste venir leur donner de l'argent pour réaliser leurs rêves et puis ils vont devenir riches, etc. C'est pas trop comme ça que le jeu se passe. C'est un jeu de tu as quelque chose que je n'ai pas, tu as du temps, tu as une idée que je peux avoir cette idée. Et je le dis là maintenant parce que je sais que cette question va venir. Cette question revient toujours. Quand on fait un pitch, on est en train de communiquer son idée. Qu'est-ce qui se passe si on se fait voler son idée? L'investisseur n'a pas besoin de votre idée
l'investisseur a besoin de votre exécution. Les idées, il y en a beaucoup, il y en a partout. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des génies, vous n'êtes pas des innovateurs, mais c'est très facile de trouver des idées. Ce qui importe à l'investisseur, c'est est-ce que ces idées vont se manifester, vont se concrétiser. Et l'investisseur qui a 2 billions de dollars n'a pas besoin de voler votre idée. Au contraire, cette personne préférerait acheter votre compagnie, vous engager pour que vous travaillez pour cette personne. Right? Donc, l'important, c'est est-ce que vous pouvez exécuter votre idée? En termes de cas, dans le monde capitaliste, c'est ce jeu qui est en train de se faire. On ne vole pas vos idées, mais on essaie de vous faire travailler. Par exemple, je te donne cet argent, tu dois me donner le triple, le quadruple. Donc, c'est vraiment un gros requin qui mange un petit requin. Right? Et c'est la réalité. Il n'y a pas à en sortir de là. Bien sûr, si on parle d'abus non lucratif, c'est légèrement différent, mais c'est légèrement différent dans le sens que c'est pas vraiment. L'organisation à but non lucratif ne va pas rendre vos actions, mais elle cherche quand même quelque chose. Elle cherche à augmenter ses chiffres. Elle cherche à réaliser son succès. Avant, j'avais pu toucher 200 orphelins, mais parce que j'ai supporté ce projet que vous avez exécuté, j'ai pu en toucher 500. Donc, mes chiffres ont augmenté dans mon rapport annuel. À la fin de l'année, mon rapport annuel s'est embelli un peu. Donc, il y a tout. L'investisseur, le bailleur cherche toujours quelque chose pour lui. Comprenez ça, c'est la base. OK? Et c'est pour ça que l'objectif du pitch, c'est de convaincre que vous pouvez faire quelque chose. En d'autres termes, quand on prend macroscopiquement, en gros, un pitch, c'est vous êtes en train de présenter une opportunité d'affaires et une solution. La solution spécifique envisagée, c'est votre idée, c'est votre hypothèse. Je pense que si j'offre tel produit ou tel service à tel marché, à tel orphelin, je pense que ça va être rentable, ça va avoir un impact, etc. Donc, quand on dit opportunité d'affaires et solution spécifique envisagée, ça forme le mot audace. Et je dis toujours qu'il faut pitcher avec audace. Et là, je vous donne la structure macroscopique du pitch. Au fond, le pitch n'a que ces 2 composantes. Vous présentez l'opportunité, vous présentez votre solution. Maintenant, la quantité de temps qu'on va vous donner pour faire cette présentation va vous dire comment agencer les slides. Quel slide? C'est toujours les mêmes slides, mais comment les agencer? Combien de temps je dois passer sur ce slide, etc. Mais au fond, la structure, c'est toujours ça. Je présente l'opportunité d'affaires, je convainc mon interlocuteur qu'il y a quelque chose là, et puis maintenant, je lui dis que voici ma solution. Le problème est là, le problème existe, le problème est tangible, mais tout le monde peut venir avec une solution. Mais voici ma solution. Et c'est ma solution qui est la meilleure. C'est l'objectif du pitch. Maintenant, dans le cas d'un abus non lucratif, c'est l'odyssée, l'opportunité d'impact et une solution spécifique envisagée. Odyssée, c'est un voyage, c'est un journey. Votre pitch, vous amenez votre interlocuteur d'un point A jusqu'à un point B. Vous leur dites voici ce problème qu'il y avait, voici ces gens qui souffrent, voici ces gens qui ont besoin d'une solution. Et il n'y a aucune solution, il n'y a aucune alternative sur le marché actuellement qui réponde à 100% à ces besoins. Moi, j'ai cette solution à 100%. Donc, dans les 2 cas, que vous pitchez avec audace ou bien que vous amenez votre interlocuteur dans l'odyssée, l'objectif, c'est le même. Vous avez cette opportunité que vous présentez et vous avez votre solution. L'autre chose qui est importante dans un pitch, c'est que le pitch est le témoin de la compagnie ou bien de la personne qui fait le pitch. Si les slides sont all over the place, ça donne l'image que vous êtes all over the place.
si les slides ne sont pas bien structurés, si les couleurs sont trop, etc., ça donne l'impression à la personne qui écoute aussi. Si vous parlez de manière somnolente, très calme, etc., ça dit à la personne que vous allez exécuter de manière très somnolente, très calme. Donc si je te donne l'argent, ça va prendre 100 ans avant de le multiplier pour moi. Donc, c'est super important de savoir que quand vous êtes dans un projet, quand vous êtes dans une compagnie, ce n'est pas nécessairement la personne qui a eu l'idée qui doit nécessairement faire le pitch. Right? Des fois, il y a une personne qui est juste douée, il y a une personne qui est juste beau parleur. Et des fois, c'est cette personne qui doit être au devant, des fois, c'est cette personne qui doit être la voix et le visage de la compagnie. Donc, gardez ça en tête. Finalement, les 5 clés. Je dis finalement avec une grosse bémol, il y a plein de slides derrière. Les 5 clés vraiment pour avoir un pitch efficace, efficient. Il faut d'abord respecter la quantité des diapositives. Je dis respecter parce que c'est une convention. Right? C'est bien d'innover, mais on ne réinvente pas la roue non plus. On respecte la quantité des diapositives. Tous les entrepreneurs, tous les stratégistes, tous les multimilliardaires, que ce soit Bezos, ils vous disent quand je suis une présentation, pour savoir si je dois investir dans une compagnie ou pas, cette présentation doit avoir 10 slides et ne pas aller au-delà. 10 slides. Et chaque slide a son contenu spécifique. Donc, c'est 10 slides pour convaincre et captiver. Deuxième clé, il faut maîtriser le temps de l'argumentaire. 10 slides, vous avez 5 minutes, ça vous fait 30 secondes par diapo. Right? 30 secondes par slide. 30 secondes par slide. Mais je dis maîtriser le temps, parce qu'il n'y a pas que les diapositives vraiment. Il n'y a pas que les 30 secondes des diapositives vraiment seulement à prendre en considération. Quand vous présentez un projet ou une entreprise, c'est important de parler souvent en termes de calendrier. Nous allons commencer telle date. Nous allons finir telle date. Nous allons prendre 3 mois pour faire telle formation. Nous allons prendre 2 ans pour... Le temps est récurrent dans une présentation, dans un pitch. Donc, non seulement vous prenez 30 secondes pour présenter chaque slide, mais chaque slide devrait au moins avoir une composante chronologique. Il faut aussi penser, en termes de calendrier, je vous dis, quand vous parlez à un investisseur, par exemple, il faut lui dire que si vous me donnez cet argent, je vais vous la remettre dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Right? On va devenir rentable 2 ans plus tard. On va récupérer nos coûts de start-up dans 2 ans. Donc, c'est vraiment se concentrer sur la chronologie. L'urgence aussi, ça fait partie du temps. L'urgence est importante parce qu'il faut démontrer, il faut convaincre que c'est maintenant qu'il faut investir avec moi. Parce que l'opportunité, c'est la fenêtre d'opportunité est actuelle. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous avez un projet et le projet a rapport avec des efforts like relief efforts dans le sud, suite au tremblement de terre. Vous n'allez pas me dire que vous allez lancer ce projet en 2022 ou en 2023. Parce que le moment, c'est là. Le moment, c'est maintenant. Donc, c'est important de convaincre aussi à l'investisseur ou au bailleur que c'est maintenant que l'opportunité est là. Et de toute façon, si vous n'investissez pas avec moi pour que je multiplie votre argent, quelqu'un d'autre va le faire et vous allez rater l'opportunité. Donc, c'est important de mettre en phase d'urgence dans le temps de l'argumentaire. Troisième clé, il faut s'assurer de la qualité des diapositives. Pas de phrases, et surtout pas de phrases longues. Le texte doit être minimal, minimum. Et une règle, c'est la police doit être en grand caractère, 30 points. Donc, une personne qui est au fond de la salle doit pouvoir lire ce que vous êtes en train de présenter, ce qui est écrit dans le slide. N'ayez pas des paragraphes, ayez des bullet points.
Soyez clair dans exactement comme je le fais là. Assurer la qualité des diapositives, that's it. J'ai terminé. Et puis, je mets des petits détails si c'est nécessaire. Donc, soyez comme ça dans votre présentation, c'est clair, tout le monde peut voir, tout le monde peut lire aussi. Il n'y a pas de phrase vraiment, il n'y a pas de paragraphe vraiment dans la présentation. Les titres aussi et les images doivent être clairs. La personne doit comprendre qu'est-ce que je suis en train de... Disons que Toastmaster Milo qui vient de rentrer dans la salle, elle doit comprendre que là, on est en train de parler des 5 clés, parce que le titre de la diapo dit les 5 clés. Donc, les titres doivent être clairs, les images doivent être claires et accrocheurs surtout. En d'autres termes, ça doit attirer l'attention de la personne qui est en train de regarder, mais ça doit être mémorable aussi. Ah, yeah, I remember that. Par exemple, je parle des 5 clés, j'ai 5 clés dans ma diapo, c'est clair et évident, tout le monde comprend de quoi on parle. Donc, vous gardez ça. Quatrième clé, il faut contrôler la tonalité de l'argumentaire. Super important. Moi, j'ai vu des pitches extraordinaires qui n'ont absolument eu aucun résultat parce que la personne n'avait pas le bon ton. Parce que la personne est allée trop vite. Parce que la personne a sonné était trop agressive. Ou bien la personne était vraiment trop calme pour un projet aussi innovant, etc. Donc, il faut vraiment contrôler la tonalité de l'argumentaire. Restez calme, bien sûr, mais soyez enthousiaste, c'est votre projet. Soyez enthousiaste et soyez prêt à exécuter. Imaginez-vous que vous parlez d'un projet que vous avez, oui, nous allons envoyer tous les Haïtiens sur la Lune, etc. Mais vous êtes en train de le dire comme ça. Bon, oui, ce qu'on va faire, c'est on va prendre tout le monde et puis on va les envoyer sur la Lune. Et puis, il y a un problème, c'est quelque chose de trop grandiose pour utiliser ce ton. Donc, il faut vraiment être enthousiaste et motivé pour l'exécution de ce projet. Si vous paraissez excité à l'idée de l'exécution du projet, l'investisseur ou le bailleur ou le jury rentre aussi dans cette même excitation par rapport à votre projet. Donc, le ton compte beaucoup. Et puis, 5e clé, diminuer l'opacité de la présentation. Quand je dis opacité, c'est parce qu'il faut être transparent. Transparent veut dire il faut donner des chiffres. Il faut dire vos faiblesses. Il faut dire vos forces. Il faut être clair. La personne, en temps normal, après votre présentation, personne ne devrait avoir aucune question par rapport à ce que vous venez de dire. Les questions que la personne va poser en temps normal, c'est des informations qu'elle n'a pas. OK? Mais si vous venez de présenter, la personne ne peut pas vous demander encore, OK, donc c'est quel problème que vous êtes en train de résoudre? C'est pas normal. Vous devez être assez clair, précis et concis que quand vous présentez le problème que vous essayez de résoudre, tout le monde comprend. N'utilisez pas de jargon, s'il vous plaît. Et je le dis parce que j'ai lu les projets aussi. Vous êtes en train de parler soit à votre petit frère de 4 ans ou bien votre grand-mère de 75 ans. Donc, ce n'est pas la peine de lui parler de soluté, d'intrants, de raccord, de neuroblastome, etc. Ça, c'est des termes qui sont spécifiques à votre domaine. La plupart du temps, l'investisseur et le bailleur n'est pas dans votre domaine. Donc, évitez tout ce jargon qui complique la compréhension de l'interlocuteur. Au contraire, utilisez un langage simple, clair, que tout le monde, un enfant de 4 ans peut comprendre. Oh, yeah, je me rappelle de ce projet, elle parlait de popcorn, etc., etc., etc. Donc, quand je dis soyez transparent, ça rentre dedans aussi. Mais l'aspect le plus important dans cette histoire de transparence, c'est les chiffres. Hein? Donc, les chiffres. Il n'y a pas de pitch sans chiffres. Il n'y a pas de pitch sans clarté du niveau. Voici exactement combien d'argent on a besoin pour commencer. Voici combien d'argent on va pouvoir vous remettre en 2 ans plus tard. Voici à combien on va vendre le produit. Voici combien le produit nous a coûté pour. Il faut être transparent. Si vous êtes devant un investisseur potentiel
devant un bailleur potentiel, c'est quelqu'un qui va miser sur vous. C'est quelqu'un que vous devez mettre en confiance. C'est quelqu'un qui ne va pas vous donner d'argent s'il ne vous fait pas confiance de toute façon. Donc, soyez transparent. Et de grâce, n'ayez pas peur que quelqu'un vole votre idée. Je vous le répète, personne n'a besoin de vos idées, tout le monde a besoin de votre exécution. L'investisseur investit dans votre exécution. Donc, n'ayez pas peur de dire des choses, soyez transparent. Donc, là, je veux faire une petite pause pour non seulement demander à Dr. Michel S. Il veut faire une petite intervention pour peut-être parler au groupe. Et si vous avez des questions aussi, en parlant du groupe, je pense qu'on peut un peu s'arrêter sur les 5 clés. Si vous avez des questions par rapport à ces 5 clés, avant de continuer, je voudrais avoir les questions. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir Dr. Magloire. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour cette formation. Et bienvenue à chaque candidate qui se prépare justement pour la grande finale du concours Become Doctorpreneur. Je suis désolée de mon retard. J'avais un concours que je devais participer en tant que juge. Et je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, sinon que vous saluer et espérer vraiment que les candidats se préparent pour la grande finale. Et merci, vraiment merci, Dr. Magloire. Déjà, vous êtes juge au concours, mais aussi vous avez tenu à ce que les concurrents soient bien préparés. C'est vraiment gentil de votre part et j'espère vraiment que les concurrents seront à la hauteur et pourront prendre bonne note de ce que vous venez d'avancer sur les 5 clés de comment pitcher son projet. Donc, je vais laisser la place pour les questions et peut-être que je reviendrai à la fin de la formation si toutefois j'ai quelque chose à ajouter par rapport à la compétition. Merci. Merci. Merci, Michel. Et est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez unmute et parler, vous pouvez raise your hand, vous pouvez poser le chat. Je vois beaucoup de personnes qui unmute, mais je n'entends rien pour le moment. Bonsoir, docteur. Bonsoir. OK, apparemment des problèmes de connexion. So, Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Je vous remercie. Alors, vous ne disiez rien sur comment on doit faire pour la disposition des photos dans un pitch. OK, on va y arriver, premièrement. Deuxièmement, quelque chose que je viens de dire, il faut toujours être en train de pitcher. Donc, tu aurais dû dire, bonsoir docteur, je suis un tel, porteur du projet tel bagage. Okay, juste une. Je suis Wentrack Pénétrice. Je suis un participant du groupe MidHealth du projet système de scannerisation. Voilà, c'est déjà ça. Là, au moins, je sais à qui je parle. Donc, t'inquiète pas, tout le reste de la présentation se concentre sur les diapositives.
Donc, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux 5 clés? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux 5 clés? OK, merci. Pas de problème. OK. Well, guess not. Donc, on va continuer avec le reste de la suite de la présentation. Si quelqu'un avait une question, mais que son Internet posait des problèmes, tapez la question dans le chat et puis ensuite, on pourra continuer après. L'anatomie microscopique du pitch, justement. Maintenant, on a parlé de principes généraux, comment pitcher, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que l'investisseur va se concentrer dessus. Mais là, maintenant, il faut vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on fait les slides, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les slides. J'avais dit d'abord que c'est 10 slides. Maintenant, chaque slide a un objectif, chaque slide a une mission. Et rapidement, quelqu'un qui a l'habitude d'entendre quelqu'un qui a que ce soit un investisseur, que ce soit un juge à un concours, va savoir si vous avez accompli votre mission dans chaque slide. Le slide numéro 1, c'est la première impression. Le slide numéro 1, c'est ce qui vient de se passer. La personne qui vient de me poser la question, c'était son slide numéro 1. OK? Donc, c'est fini. La première impression, on ne peut pas l'avoir 2 fois. Donc, la première, le slide numéro 1, c'est ce slide qui va dire au juge, à l'interlocuteur, à l'investisseur, que vous êtes méthodique, que vous respectez les principes, que vous le respectez. Donc là, il faut être vraiment méthodique, je dois dire. Votre nom, le nom de l'équipe of course, bien sûr, mais surtout le nom du présentateur, le nom des cofondateurs, si vous n'êtes pas seul dans votre projet, et on va en parler plus loin, si vous n'êtes pas seul dans votre projet, mettez le nom de vos cofondateurs, des personnes qui sont dans le projet avec vous. Mettez le nom du projet, de la compagnie, si vous avez un business. Concentrez-vous sur le cadre. Par exemple, vous êtes finale de Doctorpreneurs, écrivez finale de Doctorpreneurs. Écrivez le lieu où la finale aura lieu, écrivez la date. Pourquoi c'est important? C'est parce que l'investisseur doit avoir l'impression que vous n'avez pas juste un pitch deck depuis des années que vous répétez over and over again. La personne doit avoir l'impression que vous avez au moins ajusté votre pitch deck à la situation actuelle pour lui spécifiquement. On a une question dans le chat. J'aimerais savoir, est-ce que le nombre des slides doit être obligatoirement 10? Bon, c'est une recommandation assez bien fondée, je dois dire, mais ça reste une recommandation. Si tu veux en avoir 37, that works. Ou bien 5, that works. Mais la recommandation de foolproof, la façon foolproof de faire d'en avoir 10. Ouais. Donc, dans le slide 1, vous avez toutes les informations, mais vous avez quand même une image qui soit d'un utilisateur de votre produit, soit d'un utilisateur de votre service ou bien de bénéficiaire de ce que vous avez fait qui paraît satisfait. Vous avez quelque chose qui montre ce que votre produit, votre service fait. Ou bien disons que vous avez créé un produit cosmétique, donc vous avez l'image de votre produit cosmétique et tout le monde comprend, ah, OK, they get it. Ils ont déjà une idée de quoi vous allez parler. Right? Donc, votre logo, si vous avez un slogan, vous mettez le slogan aussi en termes de visuel, mais aussi une image de votre produit, de votre service ou bien d'un utilisateur en train de l'utiliser. C'est mieux de combiner. Je vous donne la petite astuce. C'est mieux de les combiner. Si par exemple, vous avez justement un produit cosmétique, ne déposez pas la bouteille seulement. Déposez la bouteille et quelqu'un qui peut-être est en train de se passer la crème, etc. Ça attire beaucoup plus d'attention, ça montre la personne en pleine action. Donc, slide 1, c'est votre première impression. C'est
ce qui va attirer l'attention du public. Slide 2, il faut quantifier le problème. Si vous avez des questions, vous me faites savoir dans le chat ou bien you just raise your hand. Slide 2, quantifier le problème. Quantifier le problème. Quantifier, that means numbers. Ça veut dire des chiffres. Et il y a des chiffres. Et des statistiques. Il y a des excuses. J'ai déjà vu ça. Ah oui, il n'y a pas d'archives. On a cherché, on n'a pas trouvé parce que vous avez cherché seulement sur Internet et vous vivez en Haïti et vous savez très bien qu'il n'y a pas d'archives digitalisées. Donc, ce n'est pas une excuse que vous n'ayez pas de chiffres. Vous ne pouvez pas avoir un business ou un projet sans chiffres. Tout doit être quantifié. Et ce slide, c'est la base. Il n'y a pas de slide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 s'il n'y a pas de slide 2. Parce que c'est le slide 2 qui va dire à la personne que, oh, donc on est en train de parler de marché de 500 000 personnes. 500 000 personnes qui vont acheter quelque chose à $2, ça va me faire tant d'argent. L'investisseur réfléchit comme ça. La quantité de personnes le problème que vous essayez de résoudre, la quantité de personnes qui ont ce problème. Combien de personnes sont des finalistes d'Auto-Owner qui ont besoin d'une présentation pour leur apprendre à pitcher? 19. Est-ce que quelqu'un va investir dans un projet qui va bénéficier seulement 19 personnes? Non. Right? Donc, il faut non seulement avoir le problème, oui, le problème existe, mais combien de personnes font face à ce problème? Combien, justement, d'argent est-ce qu'on va faire en résolvant ce problème pour ces personnes? Je viens de donner un exemple. Mon produit se vend à 50 gourdes. Je vais le donner à 1000 personnes, ça fait 50 000 gourdes seulement. Right? Donc, combien d'argent est-ce que je peux faire en résolvant ce problème? Et l'investisseur a besoin de ce chiffre. Et ce slide est capital. C'est ce slide qui va dire à la personne que, OK, vous avez toute mon attention parce que je vois que je vais faire beaucoup d'argent. C'est la même chose pour le bailleur. Oui, la présentation est en train d'être enregistrée. C'est la même chose pour le bailleur qui a un but non lucratif. Combien de personnes est-ce que je vais toucher? J'ai déjà donné l'exemple de l'orphelin. Combien d'orphelins est-ce que je vais toucher si je finance votre projet? Combien de femmes enceintes que je vais accompagner si je vous donne cet argent? En d'autres termes, l'impact, ce n'est pas nécessairement un impact financier, mais surtout pour les organisations à but non lucratif, on veut savoir en termes d'impact, en termes de personnes, en termes de bénéficiaires. On parle de quoi là? Donc, il faut avoir des chiffres. Et en termes de visuel, des images tape à l'œil illustrant le problème, montrer la personne qui souffre, montrer le public cible, montrer le groupe cible, montrer la personne qui a besoin de votre service ou de votre produit. Et bien sûr, en termes de visuel aussi, les chiffres doivent être en grande pompe. La personne doit avoir au moins 2 millions haïtiens souffrent de this and that. Donc, ça leur montre que, OK, il y a une opportunité là. Donc, c'est super important de quantifier le problème pour captiver l'intérêt du bailleur. Slide 3. OK, maintenant, on a établi le problème. On a établi que c'était un problème qui est digne d'être résolu parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, mais est-ce que c'est un problème qui nécessite beaucoup d'argent, qui nécessite un investissement, que les gens qui souffrent du problème sont conscients déjà du problème et qui sont prêts soit à payer pour, au cas d'un business à but lucratif, ou qu'une organisation est prête pour subventionner la solution de ce problème. Maintenant, on a déjà établi ça. Maintenant, vous parlez de votre solution. Là, vous ne donnez pas nécessairement trop de détails. C'est comme si c'est un petit goûter. Vous dites à la personne que, OK, donc on a ce problème et nous sommes venus avec cette solution. Et voici les caractéristiques, voici les fonctions de cette solution. Pas de détails, juste, this is what it is. Quels sont les bénéfices rationnels, fonctionnels
et émotionnel de cette solution. En d'autres termes, il y avait un problème, les gens voulaient faire des trous. OK? Donc, je suis venu avec une solution, j'ai créé un drill. Donc, le fait que j'ai... Guys, if you're not mute, est-ce que vous pouvez muter votre... Si vous n'êtes pas en train de poser une question, merci. Yeah. En d'autres termes, la personne voulait juste faire un trou. Ma solution, c'est un drill. Donc, le bénéfice rationnel, c'est la personne va pouvoir faire ce drill. Le bénéfice fonctionnel, c'est la personne va pouvoir faire un trou à la grosseur qu'elle voulait faire ce trou. Elle a un trou spécifique pour faire. Maintenant, le bénéfice émotionnel, c'est que sa femme lui avait demandé d'accrocher ce certificat depuis une semaine. Donc, grâce à mon drill, la personne a ce bénéfice émotionnel de faire plaisir à sa femme, etc. Donc, il faut non seulement dire ce que votre produit ou votre service fait de manière concrète, je vends des souliers, mais de manière émotionnelle et fonctionnelle aussi. Donc, la personne n'a pas ce problème. La personne peut aller plus loin, la personne peut se sentir plus confortable, etc., etc. Comment est-ce que vous allez vendre cette solution? Comment vous allez convaincre les personnes que votre solution est la meilleure? En termes de projet, ce qui est important aussi quand vous proposez la solution, c'est d'accord, vous avez des buts, mais aussi vous avez des objectifs. Les buts, c'est assez vague. Mon but, c'est de permettre aux orphelins d'aller à l'école cette année. Et les objectifs, c'est des choses mesurables. On les appelle SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, relevant, c'est-à-dire pertinent, et puis time-bound, limité dans le temps. Donc, les buts du projet, c'est en gros la charpente, mais les objectifs, c'est je veux arriver février 2022 que 100 personnes bénéficient de mon produit, de mon service, etc. Donc, c'est limité dans le temps, c'est clair, c'est ça l'objectif. Donc là, il faut parler de ça aussi. Now, en termes de visuel, vous avez une image sans détail, juste une image qui décrit le produit ou le service. Je sais que le slide 3, je viens de vous dire beaucoup de choses et que vous avez seulement 30 secondes pour parler de tout ça. Vous n'allez pas parler de tout ça. Vous allez brosser tout ça. Vous allez créer, rédiger des phrases qui peuvent toucher tout ça en même temps. Right? Donc, c'est pour ça que la préparation est importante et c'est pour ça que j'ai voulu le faire assez en avance. Il faut bien, je ne dis pas mémoriser votre pitch, mais mémoriser votre pitch. Et pratiquer, répéter votre pitch. De cette façon, vous serez plus à l'aise quand vous êtes devant un public en train de le délivrer. Ça, c'est pour proposer la solution, pour que les gens puissent comprendre. Now, slide 4, il faut vendre la solution, ce qui est totalement différent. Là, on parle d'autre chose. Là, on parle de vraiment convaincre que nous avons la solution, notre équipe a la solution, mon équipe a la solution. Et comment est-ce que tu vends la solution? C'est d'abord, tu fais une démonstration. Ça peut être simplement avec une image, ça peut être avec une petite vidéo de 5 secondes, de 15 secondes, etc. J'ai vu beaucoup de pitch très innovants de cette façon de vendre la solution. Vous décidez, peut-être c'est avec votre verbe aussi, vous parlez, mais il faut vendre la solution. Vous dites comment votre solution fonctionne. Vous dites comment est-ce que le bénéficiaire va bénéficier de votre solution. Quand je dis vendre, c'est littéral. Vous dites pourquoi votre solution est supérieure aux alternatives qui existent déjà, et je vous garantis qu'il y a toujours des alternatives. Pourquoi elle est supérieure à celle de vos compétiteurs? Pourquoi est-ce que votre solution est soutenable aussi? Et là, je parle surtout en termes quand vous cherchez du financement à but non lucratif. Le bailleur veut s'assurer que si je vous donne $1 million maintenant pour réaliser votre projet, je n'aurai pas à vous redonner $1 million l'année prochaine. Vous allez faire ce que les Haïtiens appellent graisse cochon et cuit de cochon.
Je vous donne 1 million, vous réalisez votre projet, mais votre projet a un potentiel d'autonomie. Votre projet, c'est un investissement que vous utilisez cet argent de manière à ce que vous avez encore de l'argent qui peut créer une deuxième édition, etc., de votre projet. C'est important de montrer à quel point, si ou sinon, votre projet est soutenable. L'investisseur, le juge, le juré, ça l'importe de savoir que votre projet est soutenable. Même si c'est un business qui est à but lucratif, la personne doit être convaincue que le financement qu'on va vous donner, c'est un argent qui va se multiplier et vous permettre, il y a des business qui essaient de faire ça. Ils ont 30 rounds de levée de fonds et rien n'aboutit. Il faut pouvoir investir l'argent et avoir un retour d'investissement. Donc, c'est super important. Donc, quels sont les avantages concurrentiels? Oui, vous avez de la compétition. Vous avez toujours de la compétition. Je sais que c'est un concours de projet innovant, mais il y a toujours de la compétition. Dans le monde capitaliste, dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, il y a toujours de la compétition. Quand vous dites à un investisseur que vous n'avez pas de compétition, l'investisseur passe un trait sur votre projet, passe un trait sur votre entreprise parce que ça peut témoigner de deux choses. Soit vous n'êtes pas au sérieux, vous ne prenez rien de ce que vous faites au sérieux, ou bien vous n'êtes pas assez assidu pour faire des recherches. Vous n'avez rien fait, en d'autres termes. Et vous avez un job, être informé. Le job numéro 1 de l'entrepreneur, c'est d'être informé, de savoir dans quel environnement est-ce qu'il évolue. Si vous ne connaissez pas vos concurrents, vos compétiteurs, comment est-ce que vous allez les battre? Donc, l'investisseur n'est automatiquement pas intéressé si vous n'avez pas de compétition. Je préfère miser sur un cheval qui est en train de courir avec d'autres chevaux. Un cheval qui est en train de courir seul, je n'ai aucun intérêt à miser dessus. Donc, quels sont les avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui rend votre produit, votre service number one? Comment est-ce que votre approche est participative? Super important, surtout à but non lucratif. Vous me dites que, tiens, j'ai un projet, les bénéficiaires seront les orphelins. Vous n'avez jamais eu une conversation avec des orphelinats. Comment est-ce que je vais penser que votre solution est la solution? Démontrez que vous avez construit votre solution avec les bénéficiaires, avec les utilisateurs finaux. Et c'est valable aussi à un moindre niveau pour une entreprise à but lucratif, mais c'est très valable. Et d'ailleurs, c'est la méthode LEAD, c'est la méthode Lean. On utilise le client potentiel, les informations qu'on recueille auprès du client potentiel pour justement créer le service. Donc, à quel point est-ce que votre solution est participative, c'est important aussi pour l'investisseur. Pour que quand vous avez terminé je vous ai donné le $1 million, le produit est arrivé sur le marché pour que l'utilisateur ne se dise pas, j'en ai pas besoin. Ou bien, qu'est-ce que je suis censé faire avec encore, etc. Par contre, si vous utilisez une approche participative, vous créez le programme pour l'orphelin avec l'orphelin. Donc, l'orphelin sera toujours satisfait. Vous créez le drill en collaboration, en participation avec la personne qui voulait le drill. Donc, il sera toujours satisfait. Justement, en termes de visuel, démonstration, soit en vidéo, soit une image, juste vous montrer comment est-ce que votre service fonctionne. Slide 5. Now, c'est là que l'investisseur dit, OK, je suis convaincu que le problème est assez gros, le problème est assez grave pour que les gens veulent vraiment que ça soit. Vous avez présenté aussi votre solution et vous avez été très convaincant. Yeah, ça va marcher, je suis sûr. Mais maintenant, comment est-ce que moi, je vais capitaliser sur ça? Donc, si je te donne ces millions pour réaliser ce projet, comment est-ce que moi, je vais en bénéficier? Donc, c'est le moment de présenter votre modèle commercial.
comment est-ce que vous allez faire de l'argent, combien d'argent est-ce que vous allez faire, quand. Quelles seront les sources de revenus? Soyez transparent. Dites exactement à combien vous allez les vendre, exactement combien d'argent vous allez rentrer dans le premier mois, dans la première année, dans la troisième année, etc. C'est clair. Et l'image que j'ai mis pour ce slide, c'est justement le business model Canvas. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais le business model Canvas, c'est une façon visuelle de montrer votre modèle commercial. Il y a 9 cadrans. Vous ne pouvez pas présenter 9 cadrans en 30 secondes. Le cadran qui importe à l'investisseur, c'est le cadran des sources de revenus. Elle va vous poser des questions après sur les coûts. OK, combien ça vous coûte de faire le produit? Mais dans ce slide, c'est lui dire, les gens vont me payer parce que je vais vendre des unités. Les gens vont me payer aussi parce qu'il y a des gens qui vont s'abonner avec moi. Chaque mois, ils vont me dire, d'ailleurs, ce sera automatique, je vais débiter leur code de crédit automatiquement de l'argent, etc., etc. Vous leur dites clairement, c'est de là que l'argent va venir. Comment vous allez faire grandir la compagnie? C'est le moment aussi de dire que tant % de cet argent va être utilisé pour acquérir une autre part de marché, un autre équipement, venir avec une autre saveur, etc., etc. C'est le moment que vous dites à la personne que l'argent est là. Et en termes de visuel, on n'a pas besoin d'autres visuels que des chiffres, préférablement en dollars américains. Mettez les chiffres en grand, 1 million. Ne mentez pas. Quand je dis, alors si c'est 1 million, écrivez 1 million en grand caractère. Si ce n'est pas 1 million, ne le mettez pas. L'investisseur qui a l'impression que vous exagérez vos chiffres n'est pas intéressé. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment important de rester transparent et bien sûr critique. Donc, ce slide, c'est pour présenter l'opportunité, pour dire que voici l'argent, voici d'où l'argent va sortir. Je vous ai promis que j'allais multiplier votre argent par 3. Voici où ça que je vais trouver cet argent. Slide 6. Et un plan pour conquérir le marché. Now, bien sûr, si c'est un projet à but non lucratif, le mot conquérir est un peu exagéré, mais il faut conquérir le marché anyway. Quels sont les avantages de votre plan marketing? En d'autres termes, comment est-ce que vous allez pénétrer le marché? Et s'il y avait déjà des alternatives, comment est-ce que vous allez rentrer en compétition avec ça? Comment est-ce que vous allez utiliser les moyens financiers? OK? Je vais te donner $1 million. Comment tu vas utiliser ce $1 million? Comment est-ce que vous allez utiliser les ressources humaines? Qui allez-vous engager? Qui allez-vous utiliser pour créer le produit, etc., etc., etc. Tous ces détails sont importants. Quelles sont les activités et les tâches clés? OK, tu as un projet. Tu m'as dit que ton projet va durer de janvier 2021 à décembre 2021. Qu'est-ce que tu vas faire en janvier? Qu'est-ce que tu vas faire en mars? Qu'est-ce que tu vas faire en juin? Bien sûr, tu n'es pas obligé de le donner mois par mois. Tu n'as que 30 secondes, remember. Mais tu peux me dire trimestre 1 ou bien semestre 1, semestre 2. Et then, au moins, j'ai une idée de ton plan. Ah, OK, c'est ce que tu vas faire. Disons que c'est à but lucratif. Dans le premier mois de lancement, je vais avoir accès à tant de clients. Voici comment je vais le faire. Donc, ça, c'est présenter vraiment une liste d'actions concrètes. Et il y a des gens qui le présentent sous forme de tableau ou bien juste plein de texte. Il y a plusieurs façons de présenter ça, mais l'important, c'est que ce soit clair. Les gens voient ce que vous allez faire. Slide 7. Analyse de la compétition, j'en parlais justement. Il y a toujours de la compétition. Il n'y a pas de pitch sans parler de compétition. Il n'y a pas de pitch sans comparaison. Vous pouvez être aussi unique et innovant. Il y a toujours ce slide. Et ce slide compte pour beaucoup parce que probablement l'investisseur a déjà parlé à une compagnie, une personne qui est en train de faire exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Et l'investisseur est intéressé par vous et par l'autre. Elle est en train de vous écouter pour que vous lui
l'objectif, c'est donnez-moi cette certitude que je dois mettre mon million dans votre compte en banque et non celui de l'autre. Donc, quelle est la part de marché de la compétition? Disons que vous êtes en train de lancer votre business là maintenant et que votre compétition est là depuis 60 ans ou 15 ans, etc. Donc, ils ont déjà, dans la part de marché que vous avez présenté dans le slide 2, alors dans le marché total que vous avez présenté, cette compétition a déjà un pourcentage. Et vous devez le connaître. Parce que c'est cette information qui va vous dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher d'autres personnes? Est-ce qu'on va créer une autre niche pour nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'on va essayer de voler la part de marché de l'autre? C'est super compliqué, je vous le déconseille d'emblée. Mais il faut savoir, il faut avoir l'information. Quelle est leur part de marché? Comment est-ce que leur offre par rapport à la nôtre, comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle tient? Est-ce que notre offre est supérieure? Est-ce que leur offre est supérieure? Vos avantages concurrentiels, c'est le moment de répéter, mais d'une manière différente. C'est dans les visuels que vous allez faire ça. Quelle est votre sauce secrète? Qu'est-ce que vous savez faire que seulement vous pouvez faire? Peut-être que vous avez les mêmes industries, mêmes services, mêmes produits, mais votre produit est différent parce que vous avez justement cette sauce secrète. Right? Le visuel, c'est un tableau comparatif. Et vous pouvez le Google après, tapez Competitive Matrix, et vous allez voir que c'est juste un tableau avec la liste des compétiteurs, avec la liste des fonctionnalités de votre produit, de vos services, avec juste des checkmarks. Pour montrer que ils ont ça, j'ai ça aussi. Ils ont ça, j'ai ça aussi. Ils n'ont pas ça, mais moi, j'ai ça. C'est comme ça que c'est une façon facile de visuellement représenter votre avantage compétitif. Ils font ça, je fais ça aussi. Ils font ça, je fais ça. Vous avez un checkmark à côté de tout, mais ils n'ont pas de checkmark là. Et soyez honnête aussi et transparent. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont ce checkmark et moi, je ne l'ai pas. Ils font cette chose. Par exemple, ils sont là depuis 60 ans. Donc, ils ont une crédibilité que moi, je n'ai pas encore. C'est une faiblesse. Mais comment est-ce que je vais compenser sur ça? Compenser. Vous avez un plan. L'investisseur se dit que, OK, j'ai pas de problème. L'objectif, c'est pas de montrer que vous êtes parfait. L'objectif, c'est de montrer que vous êtes réel, que vous avez ce que vous avez et que vous savez qui vous êtes et que vous avez ce plan qui va vous permettre de compenser pour vos faiblesses et de capitaliser sur vos forces. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, soyez transparent. Mais cette slide 7, analyse de la compétition, super important. Slide 8, votre équipe. Les investisseurs n'investissent pas dans les entrepreneurs solo. Si un investisseur vous donne de l'argent, c'est parce que cet investisseur investit dans une équipe. Donc, vous devez présenter votre équipe. De manière visuelle, vous pouvez le faire dépendamment de votre projet, avec des photos plein visage, like headshot, assez professionnel. Mais si vous êtes légèrement plus hip, plus jeune, plus récent, plus Gen Z, plus etc., peut-être c'est une photo en groupe avec des maillots similaires, peut-être que c'était à la fac, peut-être que c'était lors de justement d'une activité en rapport avec le projet, donc une photo légèrement plus cool. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'investisseur sache, le juge sache, le bailleur sache que vous n'êtes pas la seule personne qui va exécuter ce projet. Ça n'existe pas d'ailleurs. C'est toujours une équipe. Donc, c'est le moment où vous parlez de l'équipe, vous dites qu'on a telle personne qui est technicien en ceci, en cela, on a telle autre personne qui a gradué de ceci et de cela, on a telle autre personne qui a un bachelor en ceci et en cela, et telle autre personne qui connaît Elon Musk, qui est tout le temps en train de chatter avec Bill Gates. Donc, notre équipe, c'est une équipe gagnante. C'est une équipe de gagnants d'ailleurs. On a gagné déjà. On a une équipe solide. On travaille ensemble depuis bientôt 2 ans, etc. C'est des choses qui peuvent paraître
minime, banal, mais c'est super important. L'investisseur veut savoir que vous allez réussir. L'investisseur ne veut pas prendre votre idée et puis c'est lui-même encore pour le casser tête pour faire réussir. Non. C'est votre idée, gardez l'idée, je vous donne l'argent, vous l'exécutez. Right? So, quelle complémentarité est-ce qu'il existe dans votre équipe? Oui, on a Jean-Jacques qui s'occupe de l'aspect technique des choses, on a un tel pour la logistique, on a telle autre personne qui est super calée en marketing, etc. C'est comme ça qu'on va réussir. Donc, il y a une complémentarité. Mais si tous les membres de l'équipe, vous faites la même chose, ou bien vous avez le même tempérament, il faut avoir une complémentarité et une synergie même, je dirais, dans l'équipe. Et si, disons que vous avez un projet et que vous n'avez pas la capacité actuellement de votre équipe, qu'est-ce que vous allez faire? Quel plan est-ce que vous avez pour recruter cette capacité, pour augmenter justement la capacité de votre équipe pour qu'elle puisse exécuter? Quelle est l'importance de votre rôle aussi? C'est dans ce slide vraiment que vous parlez de vous, la personne qui présente. Parce que je vous l'ai dit depuis le début, l'important, c'est de convaincre l'interlocuteur. Vous lui vendez son opportunité à lui de faire de l'argent ou d'avoir un impact. Arrivé là, vous parlez de vous. Vous dites, je suis un tel, c'était mon idée. Ou bien, le rôle que je joue, c'est moi qui me charge de date. Là aussi, j'ai vu beaucoup de gens faire des erreurs. Vous ne vous vendez pas dans le sens que c'était mon idée, donc c'est moi qui présente. Ça n'avance pas l'investisseur. Ça ne convainc pas l'investisseur. C'est plus, c'est mon idée, je présente parce que j'ai telle capacité. Parce que OK? Donc, en d'autres termes, le fil conducteur, tous les slides rassurent l'investisseur, rassurent que c'est pas juste parce que écrire un projet, oui, c'est ardu. Non, c'est pas une mince affaire. Mais l'exécution du projet est encore beaucoup plus importante et beaucoup plus difficile. Donc, l'équipe, y compris le porteur de projet, doit convaincre l'investisseur, le jury, le bailleur que nous sommes l'équipe. Nous avons une idée, nous avons le projet et nous pouvons l'exécuter. C'est l'objectif de ce slide. Slide 9. Montrez que vous avez un plan. Quels sont vos plans pour les 3 prochaines années? Votre projet va-t-il... Vous avez dit que vous alliez vous arrêter en décembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer après 2021? Est-ce que vous allez reprendre de la même façon? Est-ce que vous allez évoluer, etc.? Montrez que vous avez un plan pour l'avenir. Est-ce que vous allez venir avec de nouveaux services, de nouveaux produits? Vous avez développé de nouveaux prototypes? Est-ce que vous avez déjà pris en compte ou est-ce que vous allez trouver l'argent pour créer ce développement de cette compagnie? Si c'est une compagnie, donc c'est juste montrer que vous avez une feuille de route. Étape 1, nous allons conquérir le marché. Étape 2, nous allons venir avec d'autres options. Étape 3, nous allons, etc. C'est juste montrer que vous avez un plan. Parce que l'investisseur qui veut un retour rapide et exponentiel veut aussi une soutenabilité, veut aussi que ça dure. OK? Donc, c'est super important d'avoir ce plan qui puisse convaincre l'investisseur que, OK, ce n'est pas quelque chose de quelques mois et puis ça s'arrête là. Ça va durer, ça va grandir. Donc, si je mets 1 million et que je récupère 3 millions après le projet, j'aurai encore l'opportunité d'en investir 6 millions peut-être pour en avoir 16 millions, etc. Donc, c'est important d'avoir ce plan. Puis, slide 10, super important, c'est là que vous parlez de vos accomplissements précédents, vos conquêtes qui sont vérifiables, que vous avez déjà fait. Et je sais que c'est difficile pour des personnes dans votre situation qui vous pensent faire un concours, peut-être que vous n'avez jamais eu à faire avec votre projet spécifiquement, vous n'avez pas encore commencé. Mais en temps normal, l'investisseur veut savoir que vous avez fait un pas, aussi minime que ce soit.
que vous avez fait des interviews peut-être. Je ne veux pas donner trop de poules, mais l'une des choses que l'investisseur ou le juge ou le bailleur a en horreur, c'est quand vous dites que je n'ai pas d'argent, je suis fauché, je n'ai pas une goutte, donc je n'ai rien fait. La personne, on donne de l'argent, on donne $1000 à quelqu'un parce que cette personne a eu $100 une fois et cette personne a utilisé ces $100 de manière efficace. Et on a donné $100 à cette personne parce qu'avant, elle avait 10 gouttes et elle a utilisé ces 10 gouttes de manière efficace. Je vous ai fait confiance avec 10 gouttes, c'est pour ça, et vous avez donné des résultats, c'est pour ça que je vais vous en donner 100. Ainsi de suite. Personne ne va vous donner des millions de dollars parce que vous avez fait un bon pitch. Personne ne va vous donner $1 million parce que votre projet paraît comme si que beaucoup de gens vont bénéficier. C'est une question de confiance. On doit pouvoir vous faire confiance. Donc là, vous devez montrer que voici ce que j'ai déjà fait. Pour le moment, je suis en pourparlers avec. J'ai déjà contacté, etc. Donc, c'est important. Quelles sont vos conquêtes déjà? À quelle phase est-ce que vous êtes? Là encore, c'est une opportunité de montrer votre expertise. Là, nous sommes à telle phase. C'est pour ça que nous avons tel problème. C'est pour ça que nous ne pouvons pas encore faire ça. Ça encore, on parle de transparence et on parle de faiblesse. Nous avons telle faiblesse parce que nous sommes à telle phase. Mais pour y pallier, nous allons faire des dates. Combien d'argent est-ce que vous avez besoin justement pour sortir de votre situation actuelle à l'aboutissement de votre projet? C'est là que vous lui dites, nous avons déjà fait ce petit pas, ces petits pas, mais pour vraiment aboutir à réaliser, concrétiser ce projet, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de temps d'argent pour le réaliser. Nous avons besoin que vous nous donniez la place numéro 1 au concours pour que justement nous pouvons gagner cette prime, pour que nous pouvons nous mettre au travail demain matin, etc. Donc, c'est super important de montrer que vous avez fait quelque chose. Et ce slide est un dernier parce que c'est vraiment la ficelle qu'il faut tirer dessus pour convaincre l'investisseur. Maintenant, si vous avez un business à but lucratif, c'est beaucoup plus facile pour vous et que vous avez déjà commencé. Nous avons déjà les concepts, nous avons déjà, si c'est une recette, nous avons déjà les recettes, nous avons déjà les formules, nous avons déjà un certificat phytosanitaire, nous avons déjà contacté un graphiste professionnel pour créer Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans argent. Maintenant, en termes de visuel, vous avez un graphe qui montre une croissance que oui, on avait 5 clients, maintenant on en a 10, demain on va en avoir 100, etc. Là aussi, vous pouvez présenter des indicateurs de performance qui montrent automatiquement que ce soit but lucratif, que ce soit but non lucratif. Et vous savez ce que vous faites parce que vous êtes en train de monitorer on a eu 3 réunions comparativement à une compagnie qui me dit on se rencontre hebdomadairement depuis qu'on a eu l'idée en 2012. Je fais confiance aux gens qui se rencontrent hebdomadairement. C'est clair. Et ça, c'est des indicateurs de performance que, bien sûr, dépendamment de votre projet, les indicateurs sont différents. Mais c'est important de montrer à l'investisseur que vous mesurez ce que vous faites. Nous avons participé à 3 concours dont nous avons gagné, nous avons été finalistes dans les 3, etc. Ça me montre que, OK, ça avance. Ou bien, on a déjà eu un bailleur qui nous a donné 10% du montant. C'est pour ça que maintenant, là, on est en train d'essayer de faire la levée de fonds pour avoir les 80, les 70 qui restent, etc. Parce que de notre équipe, nous en avons donné 20%, etc., etc. Vous avez fait quelque chose
et vous mesurez vos résultats. L'important, c'est que quand vous terminez le pitch, quand vous faites cette conclusion, les derniers mots que vous allez utiliser, c'est pour rappeler à l'investisseur, au juge, au bailleur, soit des slides. Vous ne pouvez pas faire un résumé de 10 slides. Mais vous avez 3 forces. Vous avez 3 slides que vous allez, si vous faites vos slides demain, vous allez voir quels slides. C'est des slides qui vraiment, c'est vos forces. C'est des slides qui peuvent vraiment convaincre. Donc, vous allez dire, OK, donc, pour terminer, je vais les rappeler que mon avantage concurrentiel, il sera très difficile de me battre parce que j'ai cette formule spéciale, etc., etc. Ou bien qu'en termes de part de marché, je vais pouvoir atteindre tous les habitants du pays. Donc, en termes de part de marché, ça me fait automatiquement, donc ils vont être intéressés parce que la part de marché va être assez grande. Ou bien, si vous me donnez l'argent aujourd'hui, je vais pouvoir la doubler dans l'année suivante. Ça va attirer leur attention. Donc, je dois répéter 3 choses que j'ai déjà présentées pour clôturer, pour que ça reste dans leur tête. Like, je me rappelais avec cette candidate qui m'avait dit que donc ça, c'est pour la conclusion. En bonus, les petites astuces. Regardez Shark Tank. Shark Tank, c'est une émission où il y a des investisseurs, des vrais investisseurs, qui reçoivent des invités qui pitchent leur business, des vrais business, à n'importe quelle phase, of course, pour bien sûr un échange de 50% qui viennent pour donner 10%, 15%, 20% de leur compagnie. L'objectif vraiment, des fois, c'est l'argent, mais c'est rare que ce soit l'argent, c'est plus avoir l'accompagnement de quelqu'un qui est les sharks, les investisseurs, c'est des gens qui sont des serial entrepreneurs, ils ont 15, 20, 30 business, ils ont des années d'accompagnement d'autres entrepreneurs, ils ont de l'expérience, ils ont des connexions, ils savent. Donc, avoir quelqu'un comme ça qui supporte votre business, ça vaut plus que de l'argent. Donc, Shark Tank va vous donner cette habitude de comprendre. Quand vous regardez des pitchs, vous comprenez comment ils font. Vous comprenez qu'est-ce qui importe à l'investisseur, qu'est-ce qui a convaincu, pourquoi est-ce que cette personne a eu le financement et cette personne ne l'a pas eu. Donc, ça vous donne plus de capacité de repérer certaines choses. Donc, regardez Shark Tank. Je sais que vous regardez des séries, donc vous savez où vous pouvez les trouver. Soyez à l'heure, of course. Bien mis, bien sûr. La première impression commence avant le slide. La première impression commence quand on dit on appelle à la barre maintenant le candidat numéro 1 qui va vous présenter tel projet et que vous montez sur le stage. La façon dont vous marchez, la façon dont vous êtes habillé, la première impression commence depuis là. Rappelez-vous que tout le plaisir doit être pour votre interlocuteur. Vous ne présentez pas pour vous vendre, vous présentez pour leur vendre une opportunité. Soit une opportunité financière, soit une opportunité d'impact. Soyez factuel. Évitez la subjectivité, évitez d'être vague. Soyez factuel. $100, 100 personnes pendant 3 mois. Soyez factuel. Soyez confiant, c'est votre projet. Vous êtes sûr que vous pouvez l'amener à bien. Vous êtes sûr que vous avez la détermination et vous êtes sûr que les gens vont voir la valeur. Je parle des bénéficiaires, bien sûr, vont répondre à vos services, à votre produit, etc. Soyez transparent, j'ai mis beaucoup d'accent sur ça. Donnez les chiffres, soyez ouvert. Soyez stratégique. Soyez stratégique dans le sens que vous avez des faiblesses. Peut-être sur les 10 slides, peut-être que à travers cette présentation, vous réalisez que, oh my God, j'ai 3 slides que je vais avoir une performance assez pauvre par rapport au projet que j'avais écrit initialement. Je ne pense pas que les slides 2, parce que justement, je n'avais pas fait de recherche, je ne sais pas vraiment combien de personnes voudront acheter mon produit.
Donc, je sais que je vais avoir ce slide ne va pas être aussi convaincant que je voudrais qu'elle soit. Donc, soyez stratégique. Peut-être passer 15 secondes sur ce slide au lieu de 30. Et comme ça, vous avez encore d'autres secondes pour rester sur un slide que vous savez que justement vous avez cette force. Donc, c'est pour ça que je vous dis soyez stratégique. Des fois, il faut agencer les slides. Vous n'êtes pas obligé d'agencer les slides comme je viens de le faire. Dépendamment de votre interlocuteur, vous savez, vous rencontrez Bill Gates. Bill Gates n'a pas vraiment de problème à savoir est-ce que vous avez Bill Gates sait que vous êtes en Haïti. Ce qui va l'intéresser, surtout la part de marché. Combien de gens exactement, je vous donne cet argent, combien de gens exactement vont bénéficier de ça. Donc, il y a des slides qui vont intéresser un investisseur plus que l'autre. Donc, quand je vous dis d'être stratégique, c'est ça. Choisissez sur quel slide vous allez mettre plus l'accent. Et encore plus, dans votre conclusion, les 3 slides, les 3 faits que vous allez régurgiter, c'est important de bien les choisir, s'assurer que c'est des forces. Et puis, dernier conseil, regardez Shark Tank. Si vous regardez Shark Tank, tout ce que je viens de vous dire va être devant vous régulièrement, à chaque épisode. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, vous, les candidats qui vont pitcher, que j'espère franchement que vos slides vont s'améliorer. Je remercie aussi Dr. Warner, non seulement de m'avoir sollicité pour être membre du jury pour la 2e année consécutive, mais aussi pour m'avoir permis de faire cette présentation parce que c'est important aussi pour augmenter, pour rendre plus intéressant la finale, que les gens bénéficient de ce genre d'entraînement et que je pense que vraiment le niveau va augmenter et puis beaucoup plus de gens vont pouvoir dire « Wow, c'était une super finale ». Et certains de ces projets, je veux que vous me donniez le numéro de cette personne, je veux rentrer en contact avec cette personne, etc. Moi, c'est mon plus grand souhait. C'est qu'en dehors de des prix, en dehors de gagner le concours, je veux voir la concrétisation des projets. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent aussi sur la faisabilité, la soutenabilité des projets. Donc, c'est ma petite contribution vraiment à Dr. Brunner et j'espère vraiment que vous allez pouvoir faire le reste du marathon. Je vous souhaite déjà bonne chance à tous. J'ai été impressionné par vos projets, je vous félicite déjà. Mais la dernière ligne droite, bon courage, vraiment bon courage. Michel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions non plus. Non, ça va, oui, Dr. Magloire. Eh bien, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer la session. Il est déjà 9 heures, wow. Mais naturellement, si quelqu'un a une question, vous pouvez toujours la faire passer à Dr. Michel, qui me le fera passer. Aussitôt que je trouve que ce n'est pas une question qui va donner un avantage par rapport à un autre, je me ferai le plaisir d'y répondre. Et sur ce, bon, on termine la session. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tout le monde.